la dernière intervention. Donc, on va donner la parole à Thomas Boutreux et Bernard Kaufmann qui vont aborder la question des espaces privés dans la gestion de la perméabilité de la ville. Et on pourra donc parler de déminéralisation, de désimperméabilisation, de débitumisation, etc. etc. C'est ça, Bernard? C'est ça. On va juste faire un petit mot d'introduction avant de laisser la parole à Thomas, qui est la personne qui travaille vraiment sur le sujet des espaces collectifs. Donc, le projet dont on va vous parler, qui est en cours avec des résultats qui sont déjà très intéressants, c'est un projet qui, à la base, s'intéressait essentiellement à la biodiversité dans les espaces privés et dans les espaces végétalisés privés. Mais on s'est rendu compte que ces espaces végétalisés privés, ils intéressent aussi les gens qui font de l'infiltration et les gens qui font du climat pour des raisons assez évidentes. Et les résultats qu'on peut vous donner sur la biodiversité et sur la place que prend le végétal dans ces espaces privés, évidemment, il a un impact sur le climat et sur l'infiltration. Donc, je vais laisser la parole à Thomas qui va nous dire le travail qu'il a fait et les résultats qu'il a obtenus. Mais donc, ces 3 points-là sur le climat, l'infiltration, la biodiversité et on l'a dit tout à l'heure, les aménités, c'est maintenant le cœur de notre projet et je vais laisser Thomas nous expliquer tout ça. C'est un projet qui est soutenu par le Lab Eximu et par l'école urbaine de Lyon. Merci, Thomas. Merci beaucoup. Donc, moi, dans ce projet de recherche-action, je vais vous parler de l'importance des espaces privés pour la gestion de la perméabilité. Alors, comme le disait Bernard Kaufmann, nous, on a travaillé essentiellement sur des questions de taux de végétalisation, parce qu'actuellement, avoir des données à large échelle sur une métropole sur du plein sol, c'est quelque chose qui est encore pas possible et j'éprouve de profonds doutes sur le fait qu'on puisse avoir, même dans les prochaines années, des cartes à la résolution métrique où on a du plein sol. Et la question qu'on se posait dans ce projet de recherche, c'était tout simplement de faire le constat qu'on avait une densification toujours plus forte dans les métropoles et que potentiellement, on pouvait voir disparaître nos derniers espaces de nature en ville. Donc, moi-même, je suis écologue et c'est pour ça que je m'intéresse à ces questions. Et je me demandais quels outils de maîtrise foncière on pouvait mettre dans les métropoles pour juguler ou maîtriser l'artificialisation dans ce contexte de densification. Et donc, c'est un travail qui se situe à l'interface entre l'écologie, de la géographie et de l'urbanisme. Donc, bienvenue à tous dans l'Anthropocène, un monde merveilleux avec une crise de biodiversité sur laquelle je ne vais pas revenir très longtemps, mais les villes, en tout cas, contribuent énormément à cette crise de la biodiversité. Quand on hiérarchise les menaces en fait, qui affectent la biodiversité à l'échelle mondiale, on se rend compte que la destruction d'habitats, c'est vraiment la première cause et que le changement climatique, qu'on met souvent un peu sur le même piédestal que la crise de la biodiversité, finalement, est relégué bien plus loin. Alors, on a une crise de la consommation des espaces et de l'artificialisation. Je vous ai mis quelques cartes en France de l'artificialisation au cours des 10 dernières années. Cette artificialisation à l'échelle mondiale, elle est vraiment gravissime puisqu'en l'espace de 30 ans, on a triplé l'ensemble de toutes les surfaces artificielles à l'échelle de la planète. Ça, c'est essentiellement parce qu'on change de mode de vie et qu'on bascule de populations qui étaient essentiellement rurales à des populations urbaines. Et en 2050, on sera 3/4 d'urbain. Donc, ça pose des problèmes d'habitabilité, mais je ne vais pas y revenir plus que ça, puisque je pense que tout le monde est bien conscient de tout ça et qu'on en a déjà bien parlé au cours des précédentes présentations. Donc, le projet collectif, c'était l'étude de l'habitat collectif pour contribuer ou non à la préservation de cette biodiversité, sachant qu'en ayant travaillé longtemps pour le secteur public à la ville de Lyon, je me rendais compte que les pratiques étaient très, très bonnes sur les espaces publics, mais que sur les espaces privés, on avait un potentiel énorme au niveau du foncier, sur lequel en fait, on avait pour le moment peu d'évolution des pratiques paysagères. Et ce projet collectif, c'était l'intention à la fois de regrouper des approches de sciences participatives pour la biodiversité, mais aussi de co-construire avec les habitants de nouveaux modes d'aménagement et de nouveaux modes en fait, d'habiter en ville et de cohabiter avec de la biodiversité. Donc, il y a eu 4 volets dans ce projet, qui sont à la fois un volet d'urbanisme, de biodiversité, une approche radicale sur le sol, en fait, parce que pour nous, en tant qu'écologue, on n'était pas du tout satisfait de voir que la ville verte allait de plus en plus sur des solutions fondées sur les murs, les toitures. Et pour nous, c'était vraiment très important de défendre un sol qui soit perméable et un sol vivant. Alors,
il y a des gros problèmes, comme je vous l'ai dit, dans les modes d'urbaniser la planète et de faire des métropoles. Mais depuis une vingtaine d'années, hein, bien sûr, il y a des solutions et il y a des préconisations. Et le paradigme de la ville compacte, ça fait une vingtaine d'années qu'il est en marche, mais il vient se frotter à cette problématique de l'habitabilité de la ville, puisque la plupart du temps, ce sont dans du renouvellement urbain, dans des dents creuses qu'on va construire. Et du coup, le nouveau paradigme qui émerge, c'est celui de la ville verte. Et la problématique, c'est avoir une ville dense et verte à la fois. Ça ne va pas de soi. Et a priori, ça constitue un paradoxe en tant que tel. On a l'impression que souvent, plus on va densifier, plus on va perdre de la végétation. Or, en fait, la problématique qu'on se posait et notre hypothèse, c'était que cette relation entre la densification et la végétalisation, elle est vraiment pas si simple que ça. Et que, par exemple, on peut introduire dans les documents de planification en urbanisme peut-être des nouvelles réglementations qui pourraient être un peu plus fortes sur la végétalisation et que ça n'aurait pas nécessairement d'impact sur la densification parce que peut-être, et à nous de le vérifier, on a peut-être déjà des marges de progrès qui sont déjà entre nos mains. Donc, je vous ai dit, on travaille sur l'habitat collectif parce que l'habitat collectif, c'est à la fois la possibilité de réunir ces deux impératifs de densification et de végétalisation, de biodiversité. On parle aussi souvent de services écosystémiques et notamment de résilience lorsqu'il y a des canicules. Les canicules, c'est surtout la nuit que ça se passe et c'est la nuit qu'on ressent beaucoup de mal-être en cas de canicule. Donc, tant qu'à faire, autant, si on met des services écosystémiques, autant que ce soit au plus proche des lieux de vie des habitants la nuit quand on est soumis à ce genre d'impact. Donc, ce projet s'inscrit aussi dans des politiques nationales un peu plus larges autour de l'ambition politique de zéro artificialisation nette à l'échelle 2050. Et donc, ce qu'on propose dans ce cadre-là, et dans la séquence éviter, réduire et compenser, c'est non pas de la compensation, mais tout simplement réduire l'artificialisation de ces territoires et de conserver du plein sol. Et la question qu'on se pose, c'est qu'on a vu à Berlin, depuis 1998, on a des coefficients de végétalisation ou des coefficients de plein sol ou des COS végétales. Il y a plein de noms différents, mais dans plein de métropoles actuellement, on est en train de mettre en place des réglementations pour assurer à chaque aménagement une valeur minimale de végétalisation. Le problème, c'est qu'on se rend compte que ces évaluations, elles se font souvent au doigt mouillé et qu'il n'y a pas d'analyse vraiment quantitative et vraiment faite sur l'ensemble du territoire pour évaluer avec précision quel est le bon taux de végétalisation qu'on doit imposer dans l'aménagement. Est-ce que c'est 10, 20, 30, 40% et au regard de quelle densité? Et on se disait qu'il y avait quand même un risque, c'est qu'actuellement, plein de métropoles mettent ces chiffres-là en place, que les métropoles se copient les unes sur les autres et répliquent les résultats qu'elles ont vus dans d'autres métropoles, mais que personne n'a, depuis Berlin, réellement évalué ces chiffres-là. Et donc, on va essayer, nous, de regarder un peu ça sur l'habitat collectif du Grand Lyon. Donc, le problème actuellement, comme je vous l'ai dit, c'est que quand on densifie, c'est du renouvellement urbain. Un tout petit exemple à gauche pour comprendre que d'un point de vue biodiversité, surface de végétation et qualité de la végétation, c'est vraiment catastrophique ce qui se passe actuellement et qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir une réglementation qui soit formelle et qui soit bien évaluée. D'un point de vue stratégique et en termes de biodiversité, il y a eu beaucoup d'études aussi qui se sont intéressées à comprendre d'un point de vue spatial, est-ce qu'il vaut mieux faire des grands parcs quand on peut renaturer de la ville ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, disperser un peu ces espaces verts au sein d'une ville? Et la réponse est qu'on a besoin des deux. Que pour les grands parcs, on sait qu'il faut avoir pour la biodiversité des parcs de plus de 50 hectares, mais par contre, pour le land sharing et pour l'interspersion entre les espaces verts et les espaces bâtis, on n'a là non plus pas de préconisation quantitative. Une toute petite digression sur la biodiversité, mais là où on densifie actuellement, c'est vraiment les espaces dans lesquels on a a priori les plus jolis hotspots de biodiversité en ville à un degré intermédiaire d'urbanisation, vers 40 ou 50%, donc dans les banlieues. Et donc, il y a vraiment une importance très forte à conserver des espaces ouverts, non bâtis et végétalisés pour conserver ces sources de biodiversité qu'on a actuellement dans les métropoles. Et dans l'habitat collectif, les rares études qui essaient de comprendre en ville où il y a de la biodiversité, elles s'intéressent à plein de choses, en allant des cimetières jusqu'aux grands parcs, mais l'habitat collectif, on n'a encore aucune donnée, donc c'est une véritable terra incognita. Donc, l'objectif de ce travail, c'est de dénouer le compromis de cet urbanisme écologique pour concilier et donner des vraies valeurs pour densifier la densification et la végétalisation,
En fait, cette norme réglementaire, on souhaiterait tout simplement qu'elle soit efficace, effective, et on aiderait pouvoir aider à la prise de décision des politiques sur ces coefficients. Donc, je vais vous présenter très rapidement la méthodologie qu'on a appliquée, une petite rétrospective des tendances actuelles sur le territoire, et puis tout simplement aussi, une analyse un peu plus quantitative de ce qu'on peut préconiser. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé comme données? Il nous fallait des données sur l'urbain. Donc, pour l'urbain, on a travaillé avec les fichiers fonciers du CEREMA. Donc, ça, c'est lorsqu'il y a des taxes et des impôts, eh bien, tout simplement, ces taxes et ces impôts sont consignés dans des fichiers qui sont traités par un organisme de l'État qui s'appelle le CEREMA. Ça a été très important pour nous, ça, parce que ça nous a permis de localiser où était l'habitat collectif. Et du coup, on a travaillé sur 21 000 parcelles différentes. Ça nous a aussi permis de comprendre la valeur de la densité urbaine. Alors, une petite digression, mais pour calculer la densité urbaine, on peut l'avoir de différentes manières. Nous, on a utilisé un coefficient d'occupation du sol. C'est finalement une densité de surface plancher rapportée à une surface de parcelle. Mais souvent, les architectes et les urbanistes parlent souvent de densité résidentielle. On a préféré prendre le COS parce que le COS, c'est vraiment un rapport très, très brut de surface plancher rapportée à la parcelle. Donc, voici notre carte du territoire avec à gauche, en rouge, l'habitat collectif qu'on a pu localiser avec ces 21 000 parcelles. Et puis, déjà, ça vous montre aussi l'importance et la grande extension de l'habitat individuel en jaune, et que l'habitat collectif, c'est aussi un mode d'habiter qui est extrêmement frugal, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de s'intéresser à ce type de manière d'habiter la ville. À droite, c'est une carte là, de la végétation qu'on a produite avec une résolution de 1 mètre carré, d'abord par de la télédétection et ensuite en utilisant le LIDAR, donc tout simplement un laser aéroporté qui permet de connaître la hauteur de la végétation. Donc, on a fait 5 strates différentes de végétation. À droite, quand je vous parlais de l'importance des espaces privés pour le plein sol et la végétation, en fait, la première barre tout en haut, c'est uniquement les surfaces qui sont publiques. Il y a 8000 hectares de surfaces publiques sur le Grand Lyon. Et en fait, tout le reste, c'est soit de l'habitat individuel, collectif, mais bref, d'autres formes d'occupation du sol que du public. Et on considère que la végétation sur le Grand Lyon, à 75%, c'est du privé. Un petit zoom sur ces données pour voir un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Donc, voici là un quartier à Lyon qui est très végétalisé, à Champvert, sur lequel on a notre couche de végétation à 1 mètre carré de définition. Et par-dessus, la couche avec en rouge l'habitat collectif sur lequel on s'est intéressé. OK, alors du coup, est-ce que le Grand Lyon, il est plutôt en voie vers l'urbanisme durable ou pas? Et quelles sont les évolutions dans les pratiques d'aménagement? En fait, on se rend compte qu'au niveau des parcelles, globalement, on a des parcelles qui augmentent en taille actuellement à l'aménagement, mais qui sont moins denses en termes de bâti. Donc, on se dit, c'est super, ça doit être une super opportunité pour la végétalisation. Puisqu'elle est plus grande, moins bâtie, ça doit certainement laisser plus de place, a priori. Et puis, si on a de la place, on doit certainement mettre du végétal. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas et qu'actuellement, au contraire, on est plutôt en régression par rapport à ce taux de végétalisation. Alors, sur quoi on peut influer pour augmenter ce taux de végétalisation? Là, c'est les données principales du coup de l'étude. C'est tout simplement la relation entre la proportion de végétation sur la parcelle et la densité de la parcelle. Ce qui est flagrant, en fait, c'est que quand vous regardez la courbe bleue, ça, c'est la moyenne des pratiques, cette courbe bleue. Bien sûr, plus vous êtes dense et moins vous avez de végétation, mais le résultat le plus important, c'est que, en fait, à n'importe quel niveau de densité, on a une marge et une grande diversité de pratiques de végétalisation. Si vous regardez, par exemple, à une densité de 2, eh bien, en fait, vous avez 25% de la parcelle qui est en moyenne végétalisée, mais en réalité, si vous regardez le percentile 95 qui est tracé en rouge, vous pouvez facilement monter jusqu'à 60% de végétation. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a des pratiques qui soient autant variées? Déjà, en tant que tel, ça nous montre que sans changer grand-chose à l'existant et à la morphologie du bâti, on peut déjà, a priori, avoir de grands impacts. Donc, voici la zone, moi, que je pense qui est, en tout cas, assez intéressante. Si on doit fournir des préconisations entre densité et végétalisation, eh ben, c'est peut-être à ce point d'inflexion dans cette courbe en rouge, a priori, avec une densité de 2, on pourrait facilement avoir une végétalisation qui dépasse les 50%. Donc, on va aller regarder les parcelles qui sont justement dans ce point d'inflexion.
Et en fait, quand on les regarde de plus près, ces parcelles, est-ce que c'est des choses qui sont réalistes? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur dans les données? Globalement, on se rend compte que tout est relativement conforme. Et puis, en fait, on se rend compte que même ces parcelles, elles sont globalement assez banales en tant que telles. Elles font exception, mais quand on regarde leur morphologie, elles sont banales. Elles ont simplement un nombre d'étages qui est globalement assez élevé, une morphologie frugale du bâti. Mais surtout, là où c'est le plus important, c'est que l'espace qui est non bâti, il est intégralement végétalisé. Et ça, en tant que tel, c'est extrêmement rare globalement sur le Grand Lyon. Et ça peut faire partie de préconisations d'urbanisme qu'on peut introduire dans les documents. Alors, je vous disais, la végétalisation des parcelles, elle est extrêmement variable. Vous avez vu tout à l'heure, à l'échelle globale de la parcelle, on pouvait des fois être entre 0 et 50%. Là, quand on exclut les espaces bâtis et qu'on regarde uniquement l'espace ouvert, les pratiques de végétalisation à une même densité, ils peuvent être extrêmes de 0 à 100%. Je vous ai mis en photo à droite un exemple d'une parcelle en habitat collectif sur laquelle vous voyez, il y a une énorme dalle de goudron, de bitume. Donc, c'est le même site sur la photo en haut et en bas. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucune fonctionnalité qui est véritablement designée pour cet espace-là. Et ça pose aussi question sur l'équilibrage budgétaire des budgets d'aménagement et de la part du budget qu'on va flécher vers de l'investissement ou plutôt vers du fonctionnement. Et on se rend compte que dans ce type d'aménagement, ce qui compte en fait, c'est un investissement élevé. Donc, on va préférer tout simplement bétonner une grande partie de l'espace vert pour ne pas avoir à le gérer par la suite. Donc, ça pose des questions qui vont un peu plus loin que tout simplement des pratiques aussi ça pose vraiment la question du budget en fait à la base et de questions très en amont du projet. Donc, OK, on se rend compte que la végétalisation de l'espace non bâti, c'est un des paramètres qui peut vraiment nous aider à avancer. Est-ce qu'il y en a d'autres? En fait, si on prend le problème de manière exhaustive, ce coefficient de végétalisation à la parcelle, il peut dépendre de la surface de la parcelle, de la densité aménagée, du nombre d'étages du bâti, forcément, puisque plus un immeuble va être haut, moins il va prendre d'emprise au sol. Et puis, il y a cette fameuse végétalisation de l'espace non bâti. On a fait une modélisation, du coup, sur ces 22 000 parcelles pour comprendre quel est le poids de chacune de ces leviers et où est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt stratégique pour travailler. Et en fait, on s'est rendu compte avec une modélisation, avec un modèle additif, que c'est vraiment sur la végétalisation de l'espace non bâti qu'il y a là encore le plus de poids. C'était une intuition qu'on avait dès le départ, mais qui est vraiment confirmée par la modélisation. C'est-à-dire que si vous prenez une parcelle qui a la même surface, la même densité et le même nombre d'étages du bâti, qui a vraiment la même configuration, vous avez généralement un coefficient de végétalisation qui peut encore varier de 25%. Donc, c'est assez énorme comme effet. Donc, le résumé de cette intervention, c'est que la frugalité foncière et le plein sol dans l'aménagement urbain montrent qu'on peut concilier la densité urbaine et de la végétalisation. C'est un message qui est important, en fait, parce que souvent, les élus nous disent, mais en fait, si on végétalise, on va devoir baisser notre densité urbaine et nous, on a un objectif qui est vraiment plus important, c'est d'avoir de plus en plus de logements. Et en fait, on se rend compte que ces deux objectifs, ils sont possibles et que parmi ces leviers importants, tout simplement pouvoir avoir des préconisations et des nouvelles normes sur la réduction de l'artificialisation des espaces qui sont ouverts, ça peut peut-être être une piste pour sortir de ce problème. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Thomas, pour cette présentation et cette approche plus méthodologique finalement d'analyse du potentiel de verdissement, potentiel de désimperméabilisation, qui est une question forte aujourd'hui, et la mise en évidence de la conciliation possible entre densification et verdissement, ou en tout cas végétalisation. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, j'en ai une quand même, parce qu'en ce moment, il y a un gros mouvement poussé par les agences de l'eau d'aller vers des études de potentiel de désimperméabilisation. Est-ce que vous avez échangé avec les gens qui travaillent sur ces sujets-là ou est-ce que vos approches sont distinctes? Alors, je dirais que pour le moment, on vient à peine de sortir ces résultats qui sont plutôt des résultats qui commencent à vraiment intéresser les urbanistes. La métropole commence à s'intéresser à ces questions-là parce qu'elle travaille sur les coefficients de végétalisation. Et en fait, on se rend compte que du côté de ces services techniques, il y a un travail qui est aussi en cours sur ces coefficients de végétalisation.
Et l'intérêt, eux, de leur démarche, c'est qu'ils vont beaucoup utiliser des simulations basées sur des permis de construire réels. Et l'avantage et l'inconvénient que ça a, travailler sur des permis de construire, c'est que bon, généralement, vous allez travailler sur un nombre un peu plus restreint de permis de construire. Si vous en étudiez déjà 30, c'est beaucoup. Mais par contre, ça vous donne quand même plus d'informations. Nous, on étudie de la végétalisation à l'échelle un peu brute. Et vous voyez, la question de l'artificialisation et de la végétalisation, elle pose plein de problèmes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a sous ces végétaux. Est-ce qu'on a des parkings souterrains? Est-ce qu'on a de la dalle? Est-ce qu'on a des sous-sols? Et ça, c'est une question que pour le moment, on ne peut pas résoudre avec les images aériennes qu'on a. Par contre, avec une utilisation conjointe par d'autres organismes et un travail sur les plans d'aménagement, on arrive là à quantifier un peu plus précisément l'emprise des parkings, l'emprise des dalles. Et donc, ça donne aussi une nuance aussi sur ce travail et sur la réalité du potentiel dont on dispose actuellement. Mais par contre, c'est plus compliqué de le travailler à large échelle. Donc, disons que l'intérêt est double. Nous, on arrive à la fois à apporter une approche quantitative et méthodologique sur où sont les leviers les plus importants. Et du côté souvent des praticiens, il y a une approche un peu plus fine sur les plans d'aménagement pour distinguer un peu plus qu'est-ce qu'on fait de cet espace non bâti et qu'est-ce qu'il y a en dessous l'espace non bâti. Mhm. Je ne sais pas si Bernard, tu as aussi commentaires à faire là-dessus. Non, effectivement, ce n'est pas encore approché de l'agence de l'eau. Quand on fait ce genre d'études, il y a deux façons de faire pour permettre de l'amplifier. On montre d'abord ce qu'on peut faire ou alors on demande avant. Donc, pour l'instant, on avait les moyens de faire notre étude sans avoir l'aide de l'agence de l'eau, mais je pense que maintenant, on peut élargir nos questions de biodiversité à des questions d'imperméabilisation, d'autant qu'on travaille avec des gens comme Laurent Lassabataire, parce que justement l'infiltration dans les espaces privés, c'est quelque chose qui est mal connu globalement et qui a besoin d'avoir des recherches dessus en infiltration en milieu réel. Et donc là, Laurent va par exemple travailler, il a déjà commencé, mais il va continuer l'été prochain à faire des tests d'infiltration dans une diversité de collectifs pour voir quelle est la réalité de l'infiltration dans ces espaces-là, qui sont assez particuliers, qui sont plus tassés, plus réduits que des parcs, qui sont différents des espaces verts publics aussi. C'est une catégorie à part. Et je pense que sans travail directement sur l'infiltration elle-même, on ne peut pas vraiment connaître le potentiel de ces espaces pour l'infiltration. Alors peut-être qu'il faut aller vers des systèmes d'infiltration dans ces espaces-là, directement les proposer, même pour des vieux espaces verts, et essayer de convaincre les gens d'accepter d'avoir des systèmes qui permettent d'infiltrer l'eau. Et on n'en est pas encore là. Ouais, mais je ne pensais pas forcément leur demander leur soutien, mais il y a une pression forte pour réaliser des études qui répondent à cette question-là. Et du coup, toutes les méthodologies sont possibles aujourd'hui. Et moi, j'ai une inquiétude sur des études qui se développent avec des méthodologies qui mériteraient d'être consolidées. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de dire que votre approche est une approche parmi tant d'autres, peut-être, mais elle apporte des indicateurs pertinents qu'on consolide avec une démarche scientifique, en tout cas. Sylvie, tu voulais réagir ? Biodiversité, on a eu un exposé de Claire Jo il n'y a pas longtemps. Bon, on connaît bien le principe, c'est que pour qu'il y ait biodiversité, il faut qu'il y ait continuité, ou en tout cas des espaces un peu mités, mais de continuité. Et donc, est-ce que dans votre réflexion, vous intégrez la morphologie ou est-ce que vous allez l'intégrer, la morphologie de ces espaces verts? Alors, la densité et la forme. Il faut qu'il y ait continuité, évidemment, mais pas forcément pour tous les organismes et pas dans toutes les conditions. Donc là, en parallèle, dans le travail de Thomas, il y a aussi un travail, mais je vais le laisser répondre, sur l'impact de la fragmentation pour l'instant, sur des modèles de biodiversité. On a des modèles d'animaux qui se déplacent dans la ville et on essaie de regarder quel est l'impact de nos espaces verts de collectifs. On les enlève complètement. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ensuite, on végétalise entièrement tout l'espace gris à l'intérieur de nos collectifs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une amélioration de la fragmentation? Je vais laisser Thomas raconter la suite. Oui, en fait, c'est ça. On a fait des scénarios. Ce qu'on voulait comprendre, c'était l'importance stratégique pour la connectivité écologique à l'échelle de la métropole de l'habitat collectif. Et du coup, on a fait des scénarios différents selon que ces espaces étaient bâtis ou non par rapport à l'état actuel. Et puis aussi des scénarios prospectifs selon qu'on augmente soit la surface,
soit la qualité de la végétation, ou alors les deux. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était des espaces qui avaient une importance qui était assez cruciale par leur localisation et la taille des patchs aussi. Ça, c'est important à prendre en compte hein, parce que l'habitat collectif, c'est souvent des grandes parcelles. Donc, qui dit grande parcelle dit souvent plus de diversité de type et de morphologie de végétation. Et on s'est rendu compte que si on travaillait uniquement sur l'habitat collectif, ce qui fait 8% de l'emprise de la métropole, on pouvait potentiellement augmenter de 50% la connectivité actuelle au sein de la métropole. Donc, c'est des chiffres théoriques, mais ça montre quand même que la localisation et la taille de ces espaces, elle est super importante. Et après, forcément, la question de la connectivité, elle est prédominante en ville. Et l'intuition aussi qu'on a, c'est que si on avait dès le départ aménagé aussi une ville qui préservait ne serait-ce que 50% de plein sol avec de la végétation, les questions de connectivité seraient moins prégnantes aussi aujourd'hui. Et voilà, c'est une partie, on essaye un peu de corriger aussi certains des effets pervers du passé en essayant de proposer de nouvelles formes en fait complètes d'urbanisation. Donc du coup, oui, on s'attaque à la fois à la forme du bâti et puis on a calculé aussi beaucoup de coefficients sur la façon dont les strates de végétation sont entremêlées ou non. Là, j'ai fait uniquement du quantitatif. Aujourd'hui, j'ai parlé uniquement de la quantité de végétation brute, mais on a commencé à étudier aussi la diversité des strates, la façon dont elles sont entremêlées dans le paysage et dans la parcelle, parce que là encore, il y a une diversité de pratiques qui est très, très grande. Ouais, et c'est important cette diversité de strates parce que les espaces verts des collectifs ont une grande qualité par rapport au jardin individuel. C'est que le jardin individuel, il a tendance lui aussi à se densifier, à se réduire. Et donc, on perd un élément très important dans les jardins à l'heure actuelle, qui sont les arbres et les grands arbres en particulier. Le collectif, il a le potentiel pour conserver des arbres et des arbres en ville, là où on en a le plus besoin. Mais pour avoir des arbres, ça veut dire qu'il faut des parcelles de taille suffisante avec une continuité verte assez importante pour pouvoir se permettre d'avoir des arbres de taille assez importante. Donc, il y a effectivement les arbres d'alignement qui ont ce rôle-là, mais au pied des arbres d'alignement, malgré les efforts d'Hervé et des projets qui lui sont associés, on n'arrivera pas à avoir une continuité verte au pied des arbres. Par contre, sur les pieds d'arbres dans du collectif, on a des arbres avec en dessous de la végétation. Donc, on peut avoir de l'arbre de qualité en ville dans des espaces assez grands pour les accueillir. Actuellement, dans les jardins individuels, ça devient difficile. Il y a des effets qui sont déjà constatés en Angleterre, où les nouvelles parcelles de jardin ne comptent plus ou plus beaucoup d'arbres et sont essentiellement en arbustes et en herbacées. Et donc ça, c'est un enjeu important pour l'infiltration, pour le climat et pour la biodiversité. Du coup, au niveau du chat, on avait aussi pas mal d'interrogations sur les outils d'urbanisme et si, par exemple, le SCOT pouvait être, selon vous, un bon document de planification qui pourrait impulser ces réflexions au niveau local. Ouais. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour répondre. C'est vrai que je suis écologue et l'urbanisme, pour le moment, je commence à m'acculturer. Je pense que, bien sûr, tous les outils de documents d'urbanisme qui sont même au-dessus du PLU et qui vont contraindre les PLU à adopter ce genre de mesures et avec des valeurs qui ont du sens, oui, forcément, ça peut. Actuellement, par contre, tous les coefficients de pleine terre qui sont instaurés, ils sont instaurés vraiment à l'échelle locale dans les documents que sont les PLU. Je sais qu'en tout cas, moi j'ai été sollicité il n'y a pas longtemps par ceux qui révisent le SCOT de la région Rhône-Alpes et que je vais prendre contact avec eux pour comprendre oui, ce qu'on pourrait apporter en plus à ce niveau-là. Mais je ne suis pas le mieux placé, je pense, pour répondre à ces questions qui sont très orientées urbanisme et sur lesquelles j'ai un peu moins de compétences. Peut-être avoir aussi vos retours au niveau canadien sur ces espaces privés et leur gestion. Est-ce que vous avez des démarches particulières sur la ville de Québec et sur la ville de Montréal concernant ces espaces? Louise Ghislain, je vous interpelle un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez une mise en œuvre spécifique sur ces lieux-là. Pas sur ces lieux-là, mais ce que je peux dire dans ma présentation, entre autres pour ce qui était des propriétés privées, on a actuellement un appel à projet de déminéralisation des espaces privés avec les organismes du milieu, en fait, qui est un peu le sous les pavés qui a été développé aussi dans la région de Montréal. Mais on est plus à ce niveau-là, on n'est vraiment pas... Mais en même temps, c'est drôle parce que ça m'a comme ramené un autre outil urbanistique qu'on a, par exemple, qui est le pourcentage d'air verte exigé dans le cadre des projets. Donc, il y a peut-être un lien aussi à ce niveau-là, peut-être plus du point de vue réglementation, de comment
juguler, dans le fond, cette obligation de pourcentage d'air verte en un seul tenant, une parcelle qui se tient, qui est plus, mais sinon, c'est pas mal ça. Peut-être pour rebondir aussi sur le chat, on se posait là, il y avait des questions sur effectivement le jugement qualitatif de cette végétation en local. Et effectivement, ce pourcentage d'herbe verte est peut-être une thématique à creuser pour voir l'indicateur, comment il est calculé au niveau canadien. Oui, en fait, c'est pas un indicateur, c'est que du point de vue urbanistique, dans le fond, dans nos règlements, on a un pourcentage, dans le fond, dans les faubourgs, exemple de mémoire, c'est 25 20 d'air vert qui doit être maintenu. Et souvent, c'est drôle parce que j'ai certains de mes collègues qui sont plus en ouverture de rue ou en projet majeur autour de la table. Souvent, on essaye plus de se coller au minimum que d'être au-delà de la norme actuellement dans les projets. Donc, c'est pour ça que la présentation de Thomas et Bernard, je la trouvais super intéressante parce que je voyais un autre volet, mais c'est plus d'autres collègues qui s'occupent de ce côté-là. Dans le comité d'adaptation de la Ville de Montréal qui a été mis sur pied, le comité d'experts pour développer des indicateurs en adaptation, le coefficient de biotope a aussi été évalué. Donc, je trouvais ça intéressant, Thomas, ta présentation à cet effet-là. Je le sais, entre autres, que à Montréal, ou en tout cas dans plusieurs municipalités, on a une exigence en termes de cadre bâti, qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui doit être perméable. Si, disons, on exige un 20 qui ne doit pas être recouvert de béton ou d'asphalte ou sur lequel on permet de construire, malheureusement, c'est aussi au niveau des suivis que c'est pas optimal. Donc, on ne va pas nécessairement mettre à l'amende les gens qui coupent l'arbre ou qui bétonnent la surface s'ils ne se font pas mentionner, en tout cas, s'il n'y a pas de délation ou quelque chose comme. Fait que ça, c'est un enjeu. C'est comme on a beau viser des coefficients de biotope, puis je pense que les coefficients de biotope aussi, il faut réfléchir à la verticalité là, avec l'intégration des murs végétalisés. Mais je ne vois pas les incitatifs financiers à ce moment-ci, là, je les vois pas comment ils sont structurés. Oui, c'est une très bonne. Vas-y, Thomas. Oui, c'est une très bonne remarque. Le suivi de ces parcelles, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et je pense réellement que tout comme on a des autorisations pour avoir des permis de construire, on devrait avoir des autorisations pour des permis d'artificialiser, tout simplement, et qu'on ne devrait pas uniquement, parce qu'on fait un bâtiment, demander une autorisation. Et on devrait étendre ça aussi à l'artificialisation de manière générale. Une des recommandations qui a émané du comité d'experts en adaptation, entre autres, là, puis c'est des recommandations qu'on porte depuis plus longtemps à la Société québécoise de phytotechnologie, c'est d'avoir un inventaire en suivi régulier. C'est-à-dire, déjà à Montréal, pour abattre un arbre, ça prend un permis. Tu n'as pas le droit d'abattre un arbre sans permis s'il y a un certain diamètre. Fait que ça, c'est fait. Si c'est fait dans l'illégalité, c'est une chose. Mais là, au niveau de la construction, de la conception, ce qu'on se disait, c'est que ce serait intéressant qu'au niveau du bureau des permis, il y ait à quelque part, dans un formulaire quelconque, une case à cocher qui est en adéquation avec une base de données qui permet de faire un suivi régulier, automatisé au niveau de l'implantation de structures végétales, notamment en lien avec les toitures végétalisées, des choses comme ça. Fait que je pense que ce que tu évoques est en continuité avec ça ici. C'est soit un permis de minéralisation ou encore une opportunité de végétalisation, mais les deux devraient faire l'objet d'un suivi régulier parce que pour l'instant, on a eu 2 inventaires qui ont été effectués à Montréal. Le premier inventaire avec la Fondation Espace pour la vie, on les avait appuyés là-dedans, mais c'est un travail de moine, c'est d'observer des cartes satellites, d'aller rencontrer des acteurs, de savoir qui a des biorétentions, qui a des toitures végétalisées, alors que les suivis pour les arbres de rue, par exemple, sont automatisés. Là. Il y a des bases de données, là, puis à chaque fois que la ville travaille sur les arbres, ça, c'est pris en considération, mais je pense qu'on est rendu à optimiser les suivis de l'utilisation du territoire pour les autres infrastructures végétalisées. Et ça peut peut-être passer par les bureaux des permis. Ce n'est pas encore tout clair comment on va faire. Il y a une tentative forte, il y a une tentative forte au niveau français avec la taxe aux pluviales qui a été abandonnée au bout de 2 ou 3 ans, puisqu'elle était, alors, peut-être pas sur la diversité biologique, mais en tout cas sur une analyse à la parcelle des espaces minéralisés et non, et des espaces qui étaient restés
végétalisés, et où on aurait pu mettre en place du suivi comme on le voit dans certaines agglomérations américaines et peut-être aussi au Canada, avec cette notion de taxe, et je déclare avoir désimperméabilisé ou je déclare avoir réimperméabilisé. Et en fait, on a perdu l'outil, j'allais dire, réglementaire qui nous permettrait d'avancer sur la méthodologie de suivi, me semble-t-il. Un truc important qu'avait dit Ghislain il y a 5 minutes, là, sur l'effet des seuils et l'effet des limites, et que quand on construit, on a tendance à se mettre au seuil le plus bas. Donc, il faut vraiment se méfier des seuils uniques pour les coefficients de biotope et probablement les adapter au type de quartier et à la moyenne du quartier, et pas forcément sur l'ensemble d'une grande agglomération d'avoir un coefficient de biotope unique. Parce que sinon, on va baisser la qualité du bâti plutôt que l'améliorer si le coefficient est trop bas. Et parce que les urbanistes vont se mettre au niveau le plus bas alors qu'il faudrait garder une certaine variabilité. Comme on le conçoit au niveau zonage pluvial, avoir ce zonage biodivers. Puis d'ailleurs, on a des collègues actuellement qui travaillent sur un dossier. Le nom n'est pas adéquat, mais il va changer dans le temps, mais c'est développé autrement. Puis de la notion de bonus zoning, en fait. Plus que t'es vert, ben, plus tu accélères l'émission des permis ou plus que tu as accès à des types d'éléments, d'avantages fiscaux municipaux. Donc, ça, c'est un des éléments là, qui est en train d'être regardé à Québec, de comment améliorer finalement ces espaces-là. Puis l'autre élément aussi, quand on est au seuil minimal, comme Bernard mentionnait et que je mentionnais précédemment, dans le temps, souvent, le rajout d'une remise, le rajout d'un autre allée d'accès fait que là, oups, il n'y a pas nécessairement de vérification de tous ces coefficients-là à long terme, mais pourtant, on a les pouvoirs publics de le faire. C'est qu'à l'émission de chaque nouveau permis, une ville devrait techniquement, je dis bien techniquement, valider l'ensemble de la conformité des règlements d'un bâtiment donné. Mais vous comprendrez que la quantité de travail est astronomique, donc ça ne se fait pas. Mais techniquement, on a les pouvoirs de le faire. Au niveau de la taxe sur la pluie, et peut-être un élément, je n'ai pas l'information précise, mais je sais qu'il y a une organisation ontarienne, le Smart Prosperity Institute, qui recommandait la tarification, la taxation des eaux de pluie en fonction du coefficient là, de perméabilité des sols. Mais au Québec, à ma connaissance, puis là, peut-être que mes collègues québécois pourront me renseigner à cause de la façon que la loi sur les revenus des municipalités est organisée, je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on peut que gère dans le brouillard, et je serais bien contente si mes collègues peuvent me le dire, mais je ne suis pas au courant que ce soit déployé une taxe de cette nature-là chez nous. Ghislain, non? Et côté Montréal? Effectivement, je n'ai pas de connaissances moi non plus, en tout cas pour ma part. Puis même si minimalement on était capable, dans le relevé de taxes, d'être capable de l'identifier, la valeur, parce que c'est noyé au niveau de l'eau, c'est noyé, c'est toute une gestion de l'eau. Alors si minimalement on était capable de la décomposer, ça serait déjà un plus. Ça rejoint peut-être une question du chat qui était sur le suivi de cette désimperméabilisation, quels étaient les indicateurs, comment on le faisait, si on utilisait par exemple des lidars, comment on mettait ça de façon récurrente au niveau des suivis de ces zones-là. Je pense que c'est aussi un travail à approfondir et à diffuser au niveau opérationnel pour voir comment on peut l'adapter aussi aux contraintes locales et aux effectifs présents. Mais le suivi est fait en fait, puisque la métro, par exemple à Lyon, fait un survol. En général, ils étaient sur un rythme de 3 à 5 ans, je ne sais plus le rythme, où ils font un survol en photo aérienne et en lidar. Simplement, le traitement que fait la métropole de ces images ne permet pas de suivi du même type qu'a pu faire Thomas, parce que leur télédétection s'arrête à des dimensions de patch qui sont supérieures à 200 mètres carrés en ville. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire le suivi individuel de la végétation et des différentes hauteurs de végétation dans la métropole. Donc la carte qu'a produit Thomas, par exemple, avec les hauteurs et le lidar, ça a quand même réveillé pas mal de monde aussi, ça a informé pas mal de monde à la métro aussi, et on a eu pas mal de retours sur cette cartographie-là, quoi. Mais c'est de la télédétection à 1 mètre, c'est pas si simple que ça à faire et à produire, et ça prend un peu de temps. Mais c'est aussi une possibilité pour une métro comme celle de Lyon et d'autres métropoles d'avoir un survol et des cartographies plus fréquentes, si en tout cas l'objectif est de contrôler l'avancée de ces espaces verts.
De notre côté, je sais que la communauté métropolitaine de Montréal révise, si je crois que c'est à une fréquence aux 5 ans, là, si je ne me trompe pas, l'indice de canopée de données satellitaires. Ces données-là permettent de départager la végétation haute, la végétation basse, la minéralisation haute et la minéralisation basse, mais la résolution de ça n'est pas évidente. C'est des pixels de 30 mètres par 30 mètres, donc ce n'est pas optimal. Puis là, comment est-ce qu'on fait pour quantifier une toiture végétale qui n'aura pas le même indice de réfraction, par exemple? Fait qu'il y a toutes sortes de complexités qui s'ajoutent à ça. Il y a quand même un raffinement au niveau de l'évaluation des impacts des îlots de chaleur urbains avec des caméras stratigraphiques, thermographiques jumelées qui permettent aussi d'aller voir une résolution beaucoup plus fine. Et il y a des beaux projets à Montréal, entre autres au campus 1000 de l'Université de Montréal, là, qui se sont déployés, parce qu'ils vont essayer même d'aller voir les matériaux, tu sais, les briques exactement, chaque brique, quel est son indice d'absorption thermique ou autre, puis ensuite d'avoir une modélisation au-delà de prendre une photo statique de la température, qui est un mode indicateur de présence de végétation ou pas, mais avec la course du soleil, il y a un changement dans l'angle de l'ombre qui est projeté par les grands édifices. Donc, il y a toutes sortes de modélisations en ce moment qui sont en cours. Je sais que la Ville de Montréal est impliquée là-dedans pour essayer de voir où réellement est la végétation et quel est l'impact thermique de la végétation. Mais dans ce cas-ci, ce n'était pas pour l'impact au niveau de la gestion des pluies, là, mais c'était vraiment au niveau thermique. Il y avait des études de cette nature-là qui étaient effectuées. Bien. Qui sont sur le même type d'études de l'impact thermique de la végétation sur les îlots de fraîcheur et de chaleur sur le campus. Dans le cadre de l'OTU, en fait, on lance des suivis, notamment sur les toitures végétalisées et aussi, globalement au niveau du bâti. C'est vrai qu'on évolue beaucoup sur la question des microcapteurs et de la gestion des données à grande échelle, enfin, tout ce qui est big data, etc. On sent qu'il y a un développement d'expérimentation et d'outils au service de la question et de la végétalisation et de la gestion des eaux pluviales et des îlots de chaleur urbains qui sont plus que frémissants en ce moment. Et je pense qu'on aura des résultats à assez court terme finalement sur ces sujets-là. On a eu de riches présentations, on a eu de très riches échanges et ça, c'est un luxe sur un webinaire d'arriver à avoir des échanges aussi riches et j'en suis ravie. Ça prouve qu'on a établi un cadre qui le rendait possible et qui l'a permis. Moi, j'ai entendu plein de choses. En tout cas, notre idée, c'était l'arbre en ville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dépasse la question de la végétalisation et on aborde les questions de strates, de biodiversité, de couverts aussi, avec cette idée aussi d'ombrage et de lutte contre les îlots de chaleur. On voit aussi qu'il y a des méthodos qui peuvent être apportés par toutes les personnes qui se préoccupent de cette végétalisation et biodiversité au service de nos questions liées à l'infiltration et la gestion des eaux pluviales. Donc, je pense que là aussi, il y a un grand intérêt à croiser nos approches, nos réflexions, nos outils. On voit qu'il y a plein de recherches, de modèles, d'expérimentation sur ces sujets-là des deux côtés de l'océan et avec des approches très complémentaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un point de rencontre, mais qu'on n'a pas fini d'échanger sur ces sujets-là et de belles perspectives pour travailler ensemble dans le cadre de notre coopération France-Canada.